Le premier doute, il me semble qu'on peut avoir face à ce titre, à cette thématique, qui est donc la peinture sous l'œil et la plume du ou de la philosophe, est le suivant. Est-ce qu'il est pertinent d'approcher la peinture par la pensée, ou ne faut-il pas plutôt la regarder, la ressentir et la pratiquer, bref, l'approcher plutôt par le geste et par le moyen des sens que par la pensée? Qu'a-t-on à gagner finalement en tant qu'être humain à s'intéresser par la pensée à l'art et plus particulièrement à la peinture? C'est notamment ce doute et ces questions que je me suis posées et qui ont motivé mon travail de mémoire de fin d'études, que j'ai construit à partir de l'œuvre de deux philosophes français du XXe siècle, Maurice Merleau-Ponty et Gilles Deleuze. Ils se sont tous les deux intéressés beaucoup à la peinture, Merleau-Ponty principalement à Paul Cézanne et Deleuze à Francis Bacon, le peintre anglais Francis Bacon. Cézanne qui est mort en 1906 et Francis Bacon qui est né en 1909 et mort en 1992. C'est peut-être pas tant le fait de s'intéresser tous les deux à l'art qui est spécifique chez Merleau-Ponty et Deleuze. La philosophie, dans son histoire, intègre l'art à sa réflexion, bien sûr, sous des formes et dans des proportions très diverses, depuis la Grèce antique. Mais ce qui les réunit, c'est, je dirais, d'une part, le fait qu'ils accordent véritablement une place tout à fait centrale à l'art et en son sein à la peinture. La peinture fait véritablement office de nourriture et même de modèle pour la pensée et pour la philosophie. Et d'autre part, je vais l'expliquer un peu plus précisément tout à l'heure, c'est le fait que pour tous les deux, la peinture pose aux penseurs la question et la réalité du corps, du rapport entre le corps et le monde. Donc, première chose, entre ces deux peintres que choisissent nos deux philosophes, il y a un contraste d'univers très fort, très prononcé. D'un côté, on a Cézanne avec un monde naturel, des couleurs qui sont contrastées, mais toujours ocre, bleu, verte, une peinture qui renvoie à la nature. Ici, c'est une montagne Sainte-Victoire, c'est une montagne qui existe, qui est située près d'Aix-en-Provence et que Cézanne a cessé de peindre et de repeindre toute sa vie. Et de l'autre côté, on a une peinture avec des couleurs très criardes, hein, ça jure même, ce rose bonbon et ce jaune, qui montre des corps qui sont en proie, on ne sait pas exactement à quoi, mais disons à des déformations, à des torsions qui sont violentes, et qui renvoient à un monde artificiel, au sens de créé par l'homme, ici vraisemblablement un intérieur d'un appartement, un intérieur assez vide. Face à la peinture, on peut déjà dire donc que les deux philosophes commencent par s'intéresser à des peintres qui sont très différents. Ils ne vont pas approcher les peintures en historiens de l'art, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas retracer des influences picturales, s'occuper de dater précisément une œuvre ou de la contextualiser. Ce ne sont pas des spécialistes de la peinture, tous les deux ne sont pas des spécialistes. Ils la regardent et ils pensent à partir d'elle. Alors comment ils s'y prennent ? C'est ce que je vais essayer de vous montrer. On pourrait dire que tous deux se retrouvent autour d'une idée qui a un topos, mais qui les caractérise vraiment, qui a du sens pour eux deux, et que résume bien une célèbre formule de Paul Klee, qu'ils citent d'ailleurs tous les deux. L'art ne reproduit pas le visible, il rend visible. C'est-à-dire que l'image picturale n'est pas une copie du monde, mais que pour Merleau-Ponty et Deleuze, elle a une fonction beaucoup plus essentielle qui est de rendre visible un invisible, c'est-à-dire une réalité qui, sans la peinture, demeurerait dissimulée. Concrètement, Merleau-Ponty considère que Cézanne nous montre comment les choses sont en train de se former sous nos yeux. La montagne que l'on voit, c'est une montagne qui est en gestation, qui est en train d'apparaître, il y a cette vibration. En fait, elle ne cesse d'apparaître sous nos yeux. Un peu comme lorsque le matin, on ouvre précisément les yeux et que le visible s'organise un peu progressivement. Il y a un travail de notre cerveau qui classe et qui organise les impressions visuelles. Au début, on aperçoit juste des lumières, des couleurs, c'est pas du tout défini. Donc, pour Merleau-Ponty, ce que montre la peinture de Cézanne, c'est précisément ce monde qui se forme devant nos yeux, devant notre corps,
notre corps qui mène en retour un travail actif pour constituer ce monde. Cézanne rend visible le processus de la vision elle-même. À ce sujet, je voulais vous montrer un détail d'une nature morte que j'ai revu en vrai, pas plus tard qu'il y a 2 semaines, au musée d'Orsay à Paris, et que j'ai prise en photo. Parce que dans cette idée d'apparition entre le chaos indistinct et un objet défini et fixe, le contour chez Cézanne est très caractéristique parce que c'est un contour qui n'est pas une enveloppe complètement délimitée face à laquelle la couleur aurait qu'une fonction de remplissage, mais un contour naissant, un contour dynamique, un contour qui esquisse justement cet objet en gestation, en formation. Et puis, je trouve qu'on voit ça très bien sur ce détail. Par exemple, si vous prenez la pomme qui est tout en haut, il y a vraiment de la peinture rouge qui déborde très clairement sur l'orange qui est en dessous, ou bien le bord supérieur de l'assiette gauche, avec ces 2 traits noirs qui se croisent et qui partent, on ne sait pas trop où. Donc c'est vraiment cette vibration, c'est flou aussi autour, qui donne cette vie assez incroyable dans la peinture de Cézanne et qui donne le sentiment que les pommes, les fruits sont un peu en train de pousser encore là sous nos yeux comme s'ils étaient à leur arbre. Chez Bacon, pour Deleuze, il y a aussi cette notion d'événement dans la peinture, il y a quelque chose qui se passe, l'image n'est pas statique. Dans le triptyque que je vous ai déjà montré, il apparaît très clairement que les corps subissent des écoulements, il y a ces flaques, ces torsions, ces zones grattées, ces coulures qui dénotent vraiment un mouvement dans le corps. Et de façon très concrète, Deleuze s'intéresse à ces mouvements dans le tableau. Pour lui, ils sont créés par des forces qui agissent sur le corps et la matière. Par exemple, dans cette corrida de 1969, il met en évidence 2 forces principales. Donc la première qui irait de l'aplat monochrome orangé vers la figure. Donc la figure, c'est l'homme et le taureau ensemble, qui aurait tendance à ramasser la figure sur elle-même. Et une force qui irait en sens inverse de la figure à l'aplat et qui aurait tendance à la dissoudre dans l'aplat. Et c'est comme ça qu'on peut comprendre cette espèce de goutte, par exemple, qui tombe en bas de la figure. Et concernant la corrida, on pourrait dire que la première force est celle qui tend à pousser l'homme et la bête à ne faire qu'un, dans ce corps à corps où l'homme devient un peu taureau et le taureau un peu homme. Et puis la seconde force à les faire sortir de l'arène, alors soit à achever son adversaire pour partir, pour finir ce combat qui n'est pas vivable, ou à fuir simplement chacun de leur côté et puis à arrêter de se battre, mais en tous les cas à sortir de l'arène. Donc pour Deleuze, ce que la peinture rend visible, ce sont des forces qui sont à l'œuvre sur les corps et la matière, des forces qui agissent sur nous et qui, sans la peinture, demeureraient invisibles, sur lesquelles on n'aurait pas prise sans la peinture non plus. Donc, chez les 2 philosophes, la peinture intervient dans un rapport entre le corps et le monde, et cette manière d'apporter le corps est très importante pour le ou la philosophe parce où l'art amène au milieu des choses, là où il n'est pas possible de tenir le monde à distance, il n'est pas possible de pratiquer une pensée de survol en superficie, et où la pensée doit s'incarner, presque de force. Avec Deleuze et Bacon, c'est presque de force. La grande différence, c'est que pour Merleau-Ponty, c'est un rapport qui est harmonieux, qui est conçu sur un mode harmonieux. La peinture de Cézanne offre véritablement une réunion des oppositions entre mon corps et le monde, entre le sujet et l'objet. C'est pas le sujet qui perçoit et le monde qui est visible. On a vu que dans cette connaissance, c'est une participation de l'un et de l'autre. Les choses sont en train de devenir distinctes, mais elles ne sont pas enfermées dans une forme fixe. Le contour n'est pas statique, il est dynamique. Et le philosophe va ainsi pouvoir penser le monde dans cette manière de connaissance et non en dressant des oppositions binaires. On peut dire que pour Merleau-Ponty, la peinture de Cézanne fluidifie la pensée, en quelque sorte. Chez Deleuze, il est question du corps et de la sensation, mais sur un mode qui n'est pas harmonieux. Il y a un choc qui est provoqué, un choc entre le corps et le monde, un choc entre
le penseur et la peinture, il y a des forces qui nous percutent. Cette sensation est assez violente. Les forces qui peuvent être d'ailleurs les plus ordinaires, comme l'envie de se lever, de se coucher, de bouger, que vous ressentez peut-être maintenant. La peinture permet de les capter et de les rendre visibles. Et c'est un immense pouvoir, parce que faire voir ces forces qui nous assaillent tous, alors bon, l'envie de bouger, c'est pas la plus grave de toutes, mais il y a, nous rend capables, disons, soit de lutter contre elles, soit de nous en faire des alliés précieuses. Et ainsi une dimension existentielle, humaine, très forte à rendre visible l'invisible. Voilà, dans mon travail, j'ai discuté en détail ces corps et ces rapports corps-monde qui sont induits et révélés par la peinture pour Merleau-Ponty et Deleuze, aussi sur la base de quelques autres peintres, et j'ai essayé d'explorer les implications de ces rapports sur nous en tant qu'êtres humains. Voilà, j'espère vous en avoir donné un bon aperçu, et puis je vous remercie pour votre attention.